Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Racaille pour une émission aujourd'hui consacrée au peintre Eugène Carrière, peintre et lithographe. D'ailleurs, ça aurait fait plaisir à notre camarade Thierry qui vient de partir, parce qu'il doit connaître la lithographie qui est une des disciplines de l'imprimerie. Voilà, une façon d'imprimer, enfin de faire des typons qui servent à l'imprimerie. Vous venez d'écouter bien entendu Le Temps des Cerises avec Noir Désir, et tout de suite on va essayer de porter notre regard, mais en marge sur l'art, voyez-vous, hein, c'est la marge, et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne, et là vous allez en apprendre de bonnes. Une petite citation, comme chaque mardi matin: l'art naît des contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. Tout ça au pluriel. André Gide. Merci d'aider. Et puis tout de suite, après le salut de Piquet-Cou, que vous allez entendre tout de suite, nous allons entamer les festivités. Oui, bonjour tout le monde. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales. Facho me donne toujours la nausée. J'ai nommé Jean-Marie et sa bande de pourris. Art au Front National et sa bande de chacun. Art au Front National à la haine raciale. Ceux qui votent pour lui ont déjà oublié que ces gens ne savent pas ce qu'est la liberté. J'ai nommé Jean-Marie et sa bande de pourris. Art au Front National et sa bande de chacun. Art au Front National à la haine raciale. C'était Halte au Front par les Salles Majestés. Oui, vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous écoutez l'émission Art Racaille, consacrée aujourd'hui à Eugène Carrière, peintre et lithographe. Et cette chanson des Majestés, c'est une intro au presse-papier de la semaine qui va vous causer des fachos dans deux
dans deux agressions notoires, l'une contre le cirque Romanès dans le 16e et l'autre contre une agression de la librairie anarchiste L'Autodidacte à Besançon. Voilà. Qui répond à l'agression dont a été victime aussi une autre librairie, mais ce coup-ci à Paris. Ouais, c'était la bibliothèque anarchiste, la Discordia dans le 19e. Enfin, c'était pas une agression, c'était des caméras de vidéo qui étaient placées. C'est quand même une agression, ça peut se qualifier comme ça aussi. C'est un petit peu un terme qui est peut-être pas tout à fait approprié, mais enfin on peut quand même le rattacher à ça. Voilà. Alors, donc, concernant la librairie anarchiste de Besançon, voilà le communiqué de la Fédération anarchiste. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2015, vers 2h du matin, un groupe de 5 personnes, identifiées comme appartenant à la mouvance fasciste locale, a attaqué la librairie L'Autodidacte, 5 rue Marulaz à Besançon. Ce lieu est un espace de rencontre et de débat ouvert à l'ensemble du mouvement libertaire de la ville. C'est aussi la librairie du groupe Proudhon de la Fédération anarchiste. Depuis des années, cet espace culturel et politique reste ouvert sur le quartier et abrite des projets ou des structures, syndicats, AMAP, associations, qui se veulent des alternatives au capitalisme. La librairie alimente la vie locale avec des débats, des concerts, des projections. C'est un outil de culture populaire, alternative, combative et libertaire. Et c'est pour cette raison que les partisans de l'ordre ultra-autoritaire s'en sont pris à cet outil d'émancipation sociale. Les volets de protection de la porte vitrée ont été cassés. Les agresseurs n'ont pas eu le temps de s'en prendre à l'intérieur de la librairie. La haine des assaillants a été courageusement stoppée par des personnes qui participaient à des rencontres d'Alternativa et qui se sont interposées. Nous les en remercions. Cette réaction est exactement ce qui doit nous guider. Lorsque les post-fascistes et leurs avatars s'en prennent à l'un d'entre nous, nous devons répondre collectivement et sans attendre. C'est une forme d'autodéfense antifasciste qui doit devenir la règle dans l'objectif de renvoyer des nostalgiques d'une France de race blanche aux poubelles de l'histoire. Les outils de la présence militante dans la rue, dans le mouvement social, le débat d'idées, la culture, sont autant de moyens pour ne pas laisser la violence brune s'imposer. La police a interpellé 2 des assaillants. Un scoop, hein. Ça, c'est mon commentaire. Pour le moment, nous appelons le mouvement social à la vigilance et suggérons l'entraide et la solidarité comme moyen d'autodéfense. Oui, une bonne suggestion, mais dont je doute des effets. La Fédération anarchiste salue ses camarades de la librairie L'Autodidacte de Besançon et les assure de son soutien le plus entier. Voilà, Arakaï, évidemment, se joint à ce communiqué de la FA, qu'il vous a lu, bien sûr, comme c'est son devoir de le faire vis-à-vis de la FA, qui permet à des émissions comme la nôtre de vivre sur le radio libertaire. Voilà. Eh bien oui, si vous voulez, avec les élections régionales qui sont à un horizon assez rapproché et les élections présidentielles qui vont suivre, avec la cote de popularité de la poissonnière du FN, je veux dire la Fifi à son papa, la Le Pen de service, voilà, évidemment que les fachos se sentent un petit peu, comment dirais-je, encouragés dans leurs exactions, etc. Même si le Front National, j'oserais le rapprocher des intégristes religieux, même si le Front National fait l'agneau, nous raconte plein d'histoires, belles histoires sur le fait qu'il n'est pas raciste, qu'il n'est pas ceci, qu'il n'est pas cela, qu'il est pour les libertés, etc. On voit que les gens qui s'en réclament, ou en tout cas qui se réclament de l'extrême droite, on voit ce qu'ils en font. Voilà. Alors soyez évidemment, comme leur commande la Fédération anarchiste, soyez comme ces gens courageux
qui ont eu le courage de s'interposer, oui, ils sont courageux évidemment, qui se sont interposés lors de cette attaque, et voilà, parce que c'est quand même, faut le faire. En général, ce sont pas des tendres, les gens d'extrême droite, ils manient facilement la batte de baseball et autres outils contondants avec une espèce de comment dirais-je, d'allégresse qui confond. C'est conton et confond. Voilà. J'ai terminé pour le communiqué de la Fédération anarchiste concernant cette agression d'une librairie anarchiste à Besançon. D'accord. Bah oui, Robert, t'as complètement raison. Effectivement, tous ces actes de malveillance deviennent légion. Alors là, ici, c'est un incendie aussi criminel qui a eu lieu sur le site du Secours populaire de Brive. On a retrouvé des inscriptions à caractère raciste. Voter Front National, les étrangers dehors de la France. À Béziers, commune frontiste, sous la houlette de Robert Ménard, c'est les élus communistes et les militants du Parti communiste qui reçoivent des lettres anonymes avec des menaces de mort. Et dans le 16e arrondissement de la capitale, au square Parodie, c'est le cirque romanesque qui est installé là depuis juin 2015 sur un terrain proposé par la mairie de Paris pour leur saison d'hiver, qui se voit confronté à la violence raciste. Donc ça fait quand même 20 ans que ce cirque de Tziganes, qui est dirigé par Alexandre et Delia Romanes, est implanté à Paris. Des milliers de spectateurs ont déjà assisté à leur spectacle. Et à chaque fois, la mairie de Paris leur propose des emplacements différents en fonction des terrains disponibles. Alors, ils ont souvent été confrontés à des réactions agressives, mais cette fois-ci, c'est vraiment trop. La violence est quasi quotidienne. Alors, si certains habitants du quartier ont plaisir à venir boire un verre dans la caravane de Gilles le Dompteur, d'autres attendent par contre la nuit ou le petit matin pour s'introduire sur le site. Alors, ils ont déjà vandalisé des caravanes en défonçant les portes, en brisant les vitres. Ils ont percé les canalisations, ils ont volé plus de 200 costumes, ils ont mis le feu au boîtier Internet et les archives du cirque ont été détruites. Alors Delia a fixé une planche en bois même au-dessus de son lit par peur de prendre un coup sur la tête. Elle a barricadé sa caravane et il faut allumer la lumière en pleine journée pour y voir clair. Alexandre, lui, pose des planches de bois devant les fenêtres aussi des caravanes pour les protéger. Un soir, les artistes sont parvenus à attraper un de ces vandales et ils lui ont demandé qui il était. Il a répondu, des gens me paient pour vous nuire. Voilà, malheureusement, il a réussi à s'échapper. Et quant à la police, les tziganes, pour l'instant, ne veulent pas y avoir affaire. En langue tzigane, le mot police est le même que le mot diable. C'est intéressant. Ouais. Alors Delia note que le cirque romanesque n'avait jamais subi de tels actes auparavant dans la capitale. Elle précise, on a été dans des cités dites chaudes, ça n'est jamais arrivé, raconte-t-elle. Au contraire, les jeunes venaient se joindre à nous quand on faisait un feu de camp, ils nous disaient on va vous protéger. Alors il est vrai qu'une partie du voisinage semble désapprouver leur présence ici. On leur a demandé plusieurs fois quand ils allaient partir, alors qu'ils venaient juste d'arriver. Ça, c'est ce que raconte Delia au bord des larmes. Et en bon poète, son mari conte même l'histoire, à la fois amusante mais tout de même sidérante, d'une voisine qui est venue le voir pour lui ordonner de partir, sous prétexte qu'il n'y a plus de chats dans le quartier. Alors il a répondu, on est responsable de la disparition des chats. Et elle répond, oui, on connaît les tziganes, on sait qu'ils mangent les chats. Voilà. Et les romanesques sont unanimes, ils ont tous été témoins de telles scènes et ils peuvent tous raconter toutes ces anecdotes. Et d'ailleurs, selon le Parisien, il y a 2 associations du 16e arrondissement qui multiplient les recours contre l'implantation de ce cirque. Alors Delia a lancé un appel à soutien et à signature sur Internet via le site Mediapark. Je mettrai le lien sur notre blog. Et elle dit effectivement, la situation est grave car notre avenir professionnel est menacé ainsi que notre sécurité. Pour ces raisons, nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous soutenir en signant notre appel. Et elle dit, à la bêtise humaine, je réponds par la joie, la culture, la solidarité, le partage et la tolérance. On veut résister. Alors le cirque romanesque propose donc son dernier spectacle qui s'appelle La lune brille plus que le soleil. Il a commencé depuis le samedi 17 octobre.
Donc on peut aller les voir, hein, rien que pour les soutenir aussi. Moi j'avais assisté à leur spectacle il y a très longtemps quand mes enfants étaient petits. C'est fabuleux. C'est vraiment un cirque comme on les aime. Il y a pas d'animaux. C'est toute la famille qui entre en scène à son tour. Et Delia justement et chante et il y a beaucoup de musique. C'est vraiment un très beau cirque. Oui, c'est assez bouleversant comme témoignage. Oui, moi-même je savais pas que. Ben, j'aimerais bien aller y faire un tour aussi, même si c'est loin, le 16e. Hein, c'est pas la porte à côté. Mais voilà. Dans le 16e, à Paris, hein, vous voyez, Chico, c'est tout. Hein. Voilà, et ben les gens, ben ils sont comme ça, ils ont peur des gitans qui mangent les chats, voyez-vous. Alors que dans les cités de barbares, hein, comme on nous les présente, hein, les gamins viennent, partagent des feux de camp et les protègent. Voilà, c'est une belle image quand même, voyez-vous, pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre comme ils aiment bien ces gens-là. Et comme par hasard, les gens, les délinquants qui ont été aperçus ont un peu ce physique au crâne rasé aussi. Ouais, voilà, bien sûr. Ça oui, les inconnus, ils avaient fait un sketch là sur les gens de ces quartiers, je me souviens plus comment ça s'appelle. Bah ils pourraient en refaire un, mais avec des boules rasées ce coup-ci. Voyez-vous les inconnus, si vous vouliez revenir un petit peu sur le devant de la scène pour nous faire marrer. Voilà. Mais là, c'est pas marrant du tout, c'est même assez tragique, voilà, de voir que des gens qui font un spectacle pacifiste, vous avez entendu ce qu'a dit. Ah, c'est très poétique, hein, oui. Et donc Alexandre Romanès écrit de la poésie, il est édité par Gallimard, et il paraît qu'Antoine Gallimard est venu les soutenir aussi. Voilà. Bien Tonio, c'est bien mon Tonio Gallimard, voilà, t'es un sale gros capitaliste, mais t'es pas trop con quand même. Voilà, c'était la voix de Delia Romanès pour une chanson qui s'appelait Am Sami Pierre de Capoul, qui est traduit par J'aimerais perdre la tête. Ouais, bien sûr. C'était bon, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, c'est très gai ce matin. Heureusement que cette chanson de cette femme, pour un petit peu nous filer
La pêche sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans publicité, à Racaille pour une émission consacrée ce matin au peintre et lithographe Eugène Carrière, voilà, qui a fréquenté des compagnons comme Élisée Reclus et comme Verlaine, Rodin, Faure. Élie Faure. Ouais, voilà. Bon, avec Piquet-Coup, on est allé donc cette semaine, la semaine dernière, on est allé à Gournay-sur-Marne, où il y a un petit musée consacré à cet artiste. Voilà. Piquet-Coup, vous en parlez mieux que moi, parce que c'est elle qui m'a traîné là-bas, comme d'habitude. Ça fait des mois qu'elle m'en parle. Et si vous voulez, moi je traînais toujours des godasses, mais enfin on y allait, je suis pas déçu du voyage. Voilà, donc on s'est rendu à Gournay-sur-Marne. J'avais pris rendez-vous avec la conservatrice de ce musée et qui est une femme admirable, qui a une connaissance très pointue d'Eugène Carrière, en fait, qui est arrivée à Eugène Carrière par l'histoire locale de Gournay, parce que Eugène Carrière est né à Gournay-sur-Marne. Bon, il n'y est pas resté très longtemps, et donc pendant plus de 2 heures, elle nous a consacré son temps, nous en faire une visite privée qu'on a enregistrée et qu'on va passer à l'antenne, que j'ai scindée en 3 parties. Et donc merci beaucoup à Sylvie Le Graciet pour toute cette disponibilité. Et donc on a pu apercevoir donc les diverses faces d'Eugène Carrière en tant que effectivement ouvrier lithographe, peintre, penseur et surtout un très grand humaniste. Ouais, très important. Voilà, et à ce propos justement, j'avais noté un petit texte qui était dans une des salles, donc je vais le lire, puis on va mettre après on va passer après Sylvie Le Graciet. Voilà ce que dit Eugène Carrière en 1898. C'est à l'esprit de tolérance qu'il faut marcher. Il y aura toujours des différences entre les hommes et sous toutes formes et nuances. Il est donc important qu'il sache que chacun a le droit d'avoir la nature qu'il a sans que cela puisse choquer le voisin. Je suis donc pour la plus entière liberté. Le mal sera libre, mais le bien aussi. Cela suffit. Je suis rassurée car le bien c'est la vie et le mal la mort. La vie sera toujours victorieuse. Ouais, merci Eugène. Voilà. Donc on va visiter le musée donc en compagnie de Sylvie Le Graciet. Donc voilà la première partie, c'est dans l'ordre des salles. Vous allez voir, c'est tout petit. Voilà, une collection qu'on a en partie, enfin le fond qui vient de Michel Carrière, il est décédé depuis de nombreuses années, le petit-fils donc de Carrière, et qui était chargé par la mémoire familiale justement d'entretenir son souvenir. Et puis on a racheté un certain nombre de choses. Alors au fur et à mesure des possibilités, bien entendu, donc on n'achète pas du tableau par. Ça, c'est ce qu'on a voulu aussi montrer avec les 3 termes du titre de l'exposition. Eugène Carrière, peintre, ça c'est un lithographe, ce qu'on connaît un petit peu moins, et puis penseur, qui est aussi un autre versant. Et nous ici, on a toujours cherché à présenter cette facette aussi de l'homme, de l'humaniste, de la personne qui s'est beaucoup engagée dans certains combats. Et voilà, parce qu'on ne peut comprendre sa peinture, à mon avis, qu'en comprenant l'autre facette et voilà, et vice-versa. Ici, donc, on est dans ce qu'on appelle, nous, la petite salle des autoportraits, puisqu'on a 2 autoportraits de Carrière, l'un à la sanguine, vous voyez, de profil, et l'autre, de face. Et c'est un autoportrait qui est intéressant, il est daté de 1903, et Carrière est vraiment, je dirais, au fait de son art, de sa personnalité. C'est quelqu'un qui au départ est plutôt timide, qui s'engage assez peu, qui a une parole un peu hésitante. Et au fil des années, et puis surtout toutes ces rencontres avec les grands auteurs de l'époque, tout ce foisonnement intellectuel très 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 riche qu'il va fréquenter, qui va prendre de l'assurance, et là on est vraiment dans cette époque-là de Carrière. Alors avec aussi une dimension européenne,
puisque Carrière est aussi quelqu'un qui va qui va aussi être intéressé par des artistes comme par exemple Klimt. Klimt demandera à rencontrer donc Carrière, la rencontre ne se fera pas. Vous allez voir après une affiche pour l'affaire Dreyfus qui fait étonnamment penser au cri de Munch. Et voilà. Et donc Carrière a cette dimension européenne également par le fait que sa mère était allemande. Et donc Carrière parle allemand. Et on est quand même à une époque où, pour beaucoup de gens, l'horizon est quand même au bourg qui se trouve donc à aller 1 heure de trajet. Donc. Et il a quand même, je crois, de par sa mère et de par sa connaissance donc d'une autre langue, je crois une ouverture d'esprit qui est importante. Alors ici vous avez son père et sa mère, Elisabeth Wetzel et Léon Carrière. Bien entendu, nous, notre légitimité tient de sa naissance à Gournay. Voilà, en 1849, ce qui fait que c'est un artiste qui est absolument contemporain de, je dirais, gens comme Rodin, dont il va devenir un des plus proches amis. Donc on va le voir donc après. Mais il est resté longtemps sur Gournay ? Non, alors il faut être honnête, il est resté relativement peu de temps. Nous, nos travaux ont montré que c'est jusqu'à l'âge de 4-5 ans, donc vous voyez, bon. Mais Gournay a quand même eu sa petite importance parce que donc son père, donc Léon, qui est lui-même fils de peintre, donc il sait ce que c'est, ce qui va attendre son fils, et donc il refuse absolument que Carrière, donc qui est placé au départ comme ouvrier lithographe, puisse abandonner ce métier qui néanmoins peut le faire nourrir, peut le nourrir, et donc il refuse absolument donc qu'il suive cette carrière de peintre. Et Carrière va s'adresser à son département de naissance, donc au Conseil général de la Seine-et-Oise, pour pouvoir demander une bourse d'études qui lui permettra pendant 4 années de suivre les cours de l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Cabanel. Et alors il y a un débat qui est tout à fait savoureux, parce que tout ça est retranscrit. Et alors justement, le maire de l'époque dit « Ah oui, mais Carrière n'est pas resté très longtemps sur la commune. » Et puis je ne sais plus qui sort « Oui, mais il a été engagé volontaire pendant la guerre de 70. » Ce passage à l'école des Beaux-Arts lui laissera pas un souvenir impérissable, à tel point que lorsqu'il ouvre lui-même une académie de peinture dans les années 1890, et académie qui va recevoir quand même Matisse, Derain et donc les futurs fauves, Carrière, lui, va prendre l'exact contre-pied de tout ce qu'il aura subi, parce que c'est dans ces termes qu'il en parle, à l'école des Beaux-Arts. Et avec une grande nouveauté, c'est que l'Académie Carrière va devenir une des toutes premières, peut-être la première, on n'a pas pu le démontrer, académie mixte à Paris. Voilà. Alors l'Académie, les Beaux-Arts seront quand même interdites aux femmes dans l'intégralité de l'enseignement jusqu'en 1903. Et donc, alors il y avait bien des académies privées qui recevaient donc des cours pour ces demoiselles, mais c'était des cours qui étaient séparés des hommes. Chez Carrière, on étudie le modèle nu, hommes et femmes, côte à côte. Et ça, c'est d'une irrévérence, d'une inconvenance. Alors ici, vous avez des objets aussi qui lui ont appartenu, mais ça, c'est une palette de jeunesse. On en connaît 3, donc celle-ci. L'autre est au musée d'Orsay et l'autre est au musée de Strasbourg. Mais on a déjà les savants mélanges de terre, vous voyez, qu'on peut retrouver, les ocres qui vont faire la peinture même de Carrière. Petit bidon de térébenthine, dont Carrière se servait non seulement pour nettoyer ses pinceaux, mais aussi, vous voyez, il en imbibait les chiffons pour donner ces effets de balayage qu'on peut voir dans ça. Et l'an prochain, nous allons avoir, je viens d'avoir l'accord de principe de la Société de géographie, nous allons avoir le très beau portrait d'Élisée Reclus pour Carrière, et qui est, alors j'espère qu'il n'est pas en trop mauvais état, entre parenthèses,
et qui est un portrait tout à fait étonnant, avec justement ces mouvements de balayage. On a l'impression que la tête de Reclus sort d'une sorte de maelstrom, c'est tout à fait étonnant. Ils avaient un lien particulier, Carrière et Reclus? Alors ils avaient un lien particulier qui était Élie-Faure, le neveu de Reclus. Élie-Faure, qui est alors journaliste dans un journal de Clémenceau, fait un compte-rendu tout à fait élogieux. Je crois que ça date de 1902. Et donc les deux hommes, qui sont d'une génération différente, vont se rencontrer. Et il y a quelque chose tout de suite, bien entendu, sur les idées, puisque Faure va d'ailleurs dire de ses lettres, dire à Carrière, sans lui demander, je vous ai mis bien entendu à la tête du comité. Il n'y avait même pas besoin de demander. Et puis, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Et Élie-Faure écrira même, je ne me souviens plus exactement les termes, mais je vous ai aimé plus que mon propre père. Vous voyez, donc, pour écrire ça à quelqu'un, c'est quand même d'une force très importante. Ouais. Et puis Élie-Faure est un des biographes de Carrière, une très très belle biographie. Voilà. Alors ici, vous avez une sélection en fait de photographies extraites d'un album de 480 et quelques photos, donc de 1880 jusqu'en 1914, et parmi lesquelles vous avez les seules photos de Carrière et de Rodin existantes, en tout cas que l'on connaisse, et dont nous avons prêté les originaux d'ailleurs en 2006 au musée d'Orsay pour justement l'exposition Rodin-Carrière. Voilà, vous avez Rodin dans son petit coin, le père Carrière qui est ici, Madame Carrière Sophie là, et puis toute là. Avec son gendre, ils étaient fondateurs de l'école de la rue, qui était un mouvement d'éducation populaire. Et c'était un père qui était assez attentionné. Les enfants ont vraiment eu une éducation très libre par rapport à l'éducation conventionnelle. Ici, vous avez Jean-René, qui est donc le seul fils vivant, puisque Léon mourra. C'est lui d'ailleurs qu'on voit au musée d'Orsay, le tableau L'enfant malade. Et donc il a été, il est devenu sculpteur, et c'est lui qui a fait cette tête de Carrière. Voilà. Une photo assez rare, puisqu'une photo d'extérieur et en cheveux, comme on disait. Jean-René et Nelly, et la petite fille de Nelly qu'on retrouve ici, est administratrice de notre association. On va voir Carrière après à son pinceau. Alors on a restauré et numérisé tout cet album de photographies. Alors là, Louis-Henri de Villez, qui était un maître de forge, qui est devenu un ami et mécène de Carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi lui qui le fait descendre dans les mines, en 1887. Ici, les deux lithographies qu'on lui commande pour l'exposition universelle de 1900. Parce qu'il faut voir que Carrière a aussi toujours ce double aspect qui peut sembler un peu paradoxal, d'être à la fois un artiste précurseur, isolé, hors de tout mouvement, et en même temps d'être quelqu'un qui va suivre une carrière de peintre un peu officielle, avec sa participation donc dans les salons, parce que c'était aussi la seule manière de pouvoir exister, rencontrer éventuellement les amateurs, et puis faire vivre sa peinture. Alors je vous disais pas tout à fait, parce que vous avez ici l'affiche pour le pavillon de la métallurgie avec l'heure, et ici le pavillon des mines avec le mineur. Et en fait, Carrière n'a pas représenté des mineurs. Il s'est représenté en mineur. Ce sont deux autoportraits, mais celui-ci est aussi un autoportrait. Alors, on parle à sa femme de cette descente donc dans les mines. Il fait référence à Germinal. Voilà, on est 2 ans après sa parution. Et bon, c'est intéressant, mais alors oui, on peut expliquer en disant qu'il a effectivement eu
suffisamment de compréhension de la dureté donc, du travail pour vouloir se représenter. Donc, mais néanmoins, ce ne sont pas des mineurs, c'est lui-même qui le met en scène. Alors, un paysage qui est à la fois très art nouveau, vous voyez, on a il y a quelque chose de très moderne quand même. Toutes ces volutes, et puis en même temps, on est dans la réalité. Avec, vous voyez, vous avez bien le terril, vous avez les cheminées, et ici, vous avez donc le chevalement qui permet de descendre. C'est ça, et c'est un de ses amis qui disait Carrière, ce sont des réalités ayant la magie du rêve. On a toujours les deux, mais toujours une base de réalité. Et alors, ce que je trouve assez extraordinaire dans ces affiches de Carrière, c'est aussi avec des moyens absolument limités. On est dans les blancs, les noirs, les marrons, les beiges, les gris, de pouvoir rendre à la fois les fumées et puis la densité du minerai en fusion. Alors on s'est demandé, ça descend dans les mines, on sait quand elles se recèlent, mais on s'est demandé quand est-ce qu'il avait vu des scènes de fonderie. Alors pas avec de Villèze, et en fait la seule scène que nous avons identifiée, c'est la fonte, la première fonte du penseur de Rodin, où Rodin avait invité Carrière et son fils Jean-René à assister à la première fonte. Voilà. D'accord. Je rêvais d'homme frère, et j'avais quoi, 15 ans, la démarche légère et le cœur palpitant. J'avais le regard clair d'un qui s'en va confiant. C'est sûr que j'allais faire bien mieux que ceux d'avant. La famine ou la guerre, c'est chose qui dépendent de décisions premières et du choix des vivants. La raison, la lumière guidait mes pas d'enfant qui allait mettre à terre tous les trop vieux tourments. Maintenant que l'hiver et ses nuages blancs et ses arbres austères se pointent à mon tournant, maintenant qu'il s'avère que j'ai fait largement à bord de la galère la moitié de mon temps, sans faire d'inventaire, sans jouer le bilan, je regarde en arrière, quelquefois, rarement, que d'amis, de compères, que de rires et de chants, que d'envie d'autres mers, que de soleil brûlant. Comme jadis et naguère, j'habite obstinément un lieu où le vulgaire se mêle aux bonnes gens, un pays de contraires, frileux et désolant, fermé dans ses frontières et qui est mien pourtant. Lorsque me désespère son brunissant présent, je prends en solitaire le sentier montant. Là-haut, face au mystère venant du firmament, j'écoute l'univers et je salue le vent. Faudrait une manière de remerciement pour l'amour qui éclaire intérieurement la maison tout entière depuis bien des printemps. Pour tes yeux bruns ou verts, ça dépend du moment. Pour ta chanson d'hier, dans le soleil levant, pour l'heure où tes paupières se ferment doucement, pour la vie que l'on gère comme on peut bien souvent, pour la vie qu'on espère, pour la vie simplement.
apporte sa pierre. Dessus le bâtiment, la pauvre Primevère naît à chaque printemps. Étais-je une poussière ou bien un diamant qui fixe le critère, qui rend le jugement? J'avais l'âme sincère et mon petit talent. Est-ce qu'on exagère à vouloir le beau temps? Suivais-je une chimère? Suis-je trop innocent? Je rêvais d'homme frère, j'en rêve follement. C'était Michel Buller, Je rêvais d'homme frère. Oui, une magnifique chanson pour illustrer l'humanisme de Eugène Carrière. Vous avez donc écouté le premier tiers de cette entrevue avec on peut dire la conservatrice de ce tout petit musée, parce qu'il est vraiment minuscule, des toutes petites pièces. Mais c'est propre, ça sent bon, et voilà, quand on se balade dedans avec cette conservatrice, on suce son pouce un peu. C'est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission à racaille qui vous cause dans le poste d'Eugène Carrière, peintre et lithographe, avec un entretien, une entrevue avec, comment elle s'appelle déjà? Sylvie Le Gracier. Sylvie Le Gracier qui gère ce lieu, en tout cas pas toute seule, c'est une association donc privée qui s'occupe de tout ça, qui cherche de la thune, voilà, pour faire vivre un musée, pour acheter des pièces aussi. Elle nous a raconté une histoire, elle va vous la raconter, je pense, dans cet entretien, puis quoi du conserver. Voilà. Allez, bonne écoute. Ouais. Et je me rappelle plus si c'est en ligne, mais justement, elle précisait qu'ils étaient 12 bénévoles. Il y a juste une femme, la première femme que j'ai eu au téléphone, qui est salariée. Sinon, ce sont des bénévoles. Des bénévoles, voilà. Et puis, quels bénévoles? Parce que vraiment, ils s'investissent à donf. Hein. En tout cas, s'ils sont tous comme cette personne. Quoi. Ici, vous parlez de carrière ouvrier graphe. Vous avez un autre volet qui est la lithographie d'art que Carrière va reprendre à partir de 1890. La lithographie industrielle lui permet de vivre, mais bon, c'est pas là où il peut se réaliser. Et vous avez donc ici 2 des 4 premières lithographies qu'il réalise donc dans un autre effectivement souci, avec la pierre qui accompagne celle donc de Jean René. Vous voyez qu'il n'y a aucun non plus souci de respect anatomique. Hein, on est dans quelque chose. Et Carrière, sa vie durant, va se soustraire à la réalité. Il y a un joli texte où il parle justement qu'il est happé comme ça par ce goût de l'invisible. Alors on est en pleine époque aussi, je vous parlais des poètes et des penseurs qui ont quand même qui ont beaucoup structuré aussi sa pensée. Et vous avez ici, ça c'était une invitation pour une pièce de Tolstoï, La puissance des ténèbres, à une époque où les théâtres faisaient appel dans cette communion des arts à des peintres pour soit illustrer, donc faire les décors ou illustrer ou faire les invitations. Alors ici une eau forte d'une maternité qui va devenir un peu la marque de fabrique, Carrière peintre des maternités, voilà, et où il cherche toujours à rendre cet impalpable de la fusion entre là en l'occurrence la mère et l'enfant. Alors il ne faisait que des portraits de gens avec lesquels il avait une sympathie. Il y avait toujours cette dimension là, hein. Bon, alors peut-être sauf certains portraits de commande du tout début, parce que bon là il n'avait pas trop le choix, mais il y a toujours une dimension
de connivence ou d'amitié ou de fusion. Il y a toujours quelque chose comme ça. Alors ici, on est dans la partie donc consacrée donc à l'enfance. Le portrait donc de Jeanne, qui lui est un portrait de commande. Mais alors c'est amusant parce que ce sont des gens qui partagent aussi avec Carrière l'exil de l'Alsace, puisqu'après avoir habité Gournay, la famille Carrière repart, alors nous dit-on, dans le pays de sa mère, mais pas tout à fait le pays de sa mère, parce qu'on traverse pas le Rhin, et les Carrières optent en 1872, au moment où, pour revenir, pour rester français, et donc revenir donc quitter, abandonner en fait leur domicile donc à Strasbourg. Et donc cette famille Stigelmann, puisque cet enfant c'est Jeanne Stigelmann, cette famille Stigelmann a à peu près le même parcours. Donc là aussi il y a une grande similitude. Et les parents de Jeanne importent des moutons. Ouais. Voilà. Et alors ils ont des terrains, porte de Pantin, donc pas très très loin des abattoirs. Donc voilà, donc les moutons arrivent, hop. Et il y a une très très amusante lettre où Carrière, qui est quand même c'est un moment où les choses sont difficiles, hein, il déménage souvent à la Cloche de Bois avec la famille, c'est bon. Et alors il remercie de la belle dépouille en fait que les Stigelmann ont pu lui offrir. Voilà, donc voyez. Alors ça c'est un portrait très conventionnel. Alors néanmoins cet enfant qui était malade à ce moment-là d'ailleurs, et donc Carrière ne cherche pas non plus, néanmoins, bien que ce soit un portrait conventionnel, ne cherche pas non plus à l'embellir ou à la délivrer en fait de sa maladie. Carrière va abandonner petit à petit donc ces grandes toiles, ces grands portraits de commande, pour faire des tableaux qui sont beaucoup plus centrés sur l'émotion que seul un visage peut transmettre. Et vous avez ici donc cet enfant endormi qui est complètement à la fois dans le monde du rêve et dans le monde du sommeil. On est toujours chez Carrière dans la suggestion. Ici vous avez une étude que j'aime beaucoup, double portrait de père et d'enfant, et Carrière a été aussi quelqu'un qui a été précurseur dans cette... Alors il cherchait pas à l'être non plus, hein. C'était quelque chose qu'il vivait personnellement, il n'en a pas fait non plus un credo, mais de montrer que les pères aussi pouvaient avoir de l'émotion, exprimer leurs émotions avec leur enfant. Et puis toujours ces mains jointes. Alors ça, vous en avez les mains jointes, vous en avez partout. Et chez Carrière, il y a quelque chose de l'ordre... Bon, est-ce qu'on n'est pas dans plus que de la fusion? Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'étouffement, hein? Il y a, si vous voulez, un des très beaux textes sur Carrière, c'est Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, je ne connais pas quelqu'un qui ait parlé plus justement de Carrière, ça c'est clair. En dernier, on a eu une exposition sur les élèves de Carrière. Donc on avait ici un nu d'homme, très explicite, hein, un nu d'homme, et un nu d'homme et un nu de femme par Jean Puy et un nu de femme par Francis Jourdain. Et on a reçu des enfants, notamment donc de la Vie Nouvelle, donc très très diversifiés sur le plan donc culturel. Et on a eu des échanges sur le nu avec des enfants justement de culture musulmane, et qui ont été, à mon sens, je me dis, bon, parfois on se demande à quoi on sert, mais on se dit là, on a servi à quelque chose. Alors Ima, qui est donc chargée donc de l'accueil des groupes, voilà, a su faire passer aussi donc quelque chose qui fait qu'on a eu une petite fille, une petite Diaby, qui nous a dit l'échange a duré 5 bonnes minutes, hein, je regarderai plus les nus de la même manière, voyez. Donc on se dit là, petit, mais voilà, on a besoin de structures aussi de proximité où les gens peuvent poser des questions, ils n'ont pas peur parce que bon, c'est un grand truc, voilà.
Et ça aussi, c'est important. Une équipe de 12 bénévoles, et qui permettent l'ouverture le dimanche. Sinon, on pourrait recevoir les classes. Toute la collection appartient à l'association. Et en fait, on a une convention avec la municipalité pour mettre à disposition donc les locaux. Voilà. Ici, vous avez une toute petite scène qui représente les enfants carrière dans leurs différentes activités artistiques. Vous avez Élise qui est devenue peintre et qui est exposée d'ailleurs dans des galeries. Vous avez des petits violonistes. Vous avez Jean-René qui est en train de modeler donc de la glaise et qui montre quelle était justement cette vie très 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 libre. On a la relation d'une fille qui était amie donc des enfants carrière, mais qui venait d'une famille bourgeoise. Bon, et elle raconte le bonheur que c'était chez les Carrières. Les enfants parlaient, y compris quand les amis de leur père. Alors vous imaginez, vous avez Clémenceau, vous avez Rodin qui débarque, et voilà. Tout le monde prend part donc aux conversations. Donc tout d'un coup, on s'arrête, on va faire du théâtre d'ombre. Il y avait une très très grande liberté. On pouvait parler à table. Ça, c'est le truc qu'elle note et qui était. C'est fou. Ici, vous avez donc deux paysages qui sont un peu éloignés, donc là on est à la fin des années 1870, peut-être 1880, et là on est sur la fin de la vie de carrière. Donc la matière, vous voyez, va complètement évoluer de quelque chose d'un petit peu léché. Mais très libre en même temps. Tout à fait. Puis là, je crois qu'il y a aussi l'influence de Turner, que Carrière va découvrir à Londres dans les années 1877-78. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très très étonnant que le tableau. Ouais. Et puis celui-ci, donc, qui est une marine. Alors quand je disais que Carrière va s'absoudre de la réalité, vous voyez, donc une marine. Alors qui était par contre faite sur le motif. C'est pas une œuvre d'atelier. Il y a très peu de matière sur la toile. Hein, la toile est transparaît. Et puis cette substitution en fait de l'ombre et de la lumière à la couleur. Quand on lui a demandé quelle était une œuvre, ce que serait pour lui une œuvre magistrale, et donc il a dit une tache blanche où il y aurait tout. Voilà. Avec Carrière, on a une très grande proximité entre la lithographie, la photographie, parce que c'est quand même le médium qui sort de ce moment-là, et puis donc la peinture. Chez nous, les gens ont été tellement, je ne vais pas dire pollués, mais tellement envahis par l'impressionnisme que ils ne savent plus regarder d'autres choses. Voilà. Alors ici, on est dans la petite partie consacrée donc à la femme, avec des études de jambes. Alors ça, c'est un de nos derniers achats. Alors celui-ci est un dessin préparatoire pour un tableau qui est au musée d'Orsay. Voilà, on en a une copie ici. Qui s'intitule Après le bain. Bon, scène de bain, vous voyez, on va trouver le mouvement général, bien qu'inversé. Voilà, ça fait un peu penser à Rembrandt. Le père de Carrière est donc originaire de Lille. Carrière a toujours été très influencé par Rembrandt, par Rubens, alors de l'autre côté par Velázquez aussi, mais il a ce goût effectivement pour ces maîtres hollandais, ce clair-obscur, les scènes intimistes, les scènes d'intérieur, et même en littérature. Il va adorer des gens comme Georges Rodenbach, vous voyez, des gens, donc effectivement, toute l'école, notamment symboliste belge, pour lui, c'est très, très important. Et à un moment où les artistes partent dans le sud, découvrent la lumière donc, du sud,
Carrière, lui, où va-t-il? Il va à Mons, voilà, pays de mine. Là, vous avez un autre petit nu aussi qui est intéressant. Ici, on sait que c'est Sophie Carrière qui a posé, donc sa femme. Donc sa femme pour lequel qui a été un de ses premiers modèles. Et voilà, toute sa vie, Carrière est d'un amour pour sa femme, c'est vraiment sa muse, ça, voilà. Et pour avoir lu, on va dire, des centaines, peut-être plus même, de lettres de Carrière, à aucun moment je n'y ai vu une allusion qui laisserait penser qu'il y a eu d'autres femmes que Sophie. C'était vraiment Sophie a été l'amour de sa vie, oui, oui. C'était Arnaud qui interprétait Les yeux de ma mère. Arnaud, qui est un chanteur belge, comme vous devez commencer à le savoir, qu'on adore, dans l'émission Arracaille sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, l'émission Arracaille, qui va se terminer avec cet entretien que nous a offert
la conservatrice de ce petit musée de Gournay-sur-Marne, voilà. Eugène Carrière, peintre et lithographe. Ça, c'est une étude pour un tableau qui va être replacé dans le hall d'accueil du musée Rodin avec la réouverture de la collection permanente, donc qui est le théâtre de Belleville. Alors le théâtre de Belleville, une œuvre, peut-être l'œuvre magistrale de Carrière avec le portrait de Verlaine, un très grand tableau, je ne sais plus, il y a 4 mètres sur 3, quelque chose comme ça. Et Carrière, qui fréquentait donc ce théâtre de Faubourg, lui ne peint jamais la scène. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement donc les gens qui sont accoudés donc au balcon, qui viennent en famille, qui viennent avec le panier, les provisions, et puis qui manifestent voilà leur contentement ou non donc de la chose. Et ça donc c'est une des études pour ces femmes de Faubourg. Alors Carrière dessinait, c'est Liffort d'ailleurs qui le constate, il dessinait pour certains pour des études préparatoires, mais il avait une sorte voilà, il fallait qu'il dessine, hein, c'était bon. Et comme c'était un art très spontané, voilà, il lui donnait beaucoup de qualité. Et oui, c'est Liffort qui raconte, il est en train de parler avec Carrière, et Carrière presque inconsciemment trempe son doigt dans un encrier, et puis sur peut-être une facture, un papier qui traînait, se met à dessiner comme ça, sans même comme si c'était une pulsion. Alors là, vous avez 1871, une des très rares œuvres d'art, en général, relative à la Commune de Paris. Et donc là, c'est une des toutes premières lithographies de Carrière. Vous voyez, donc on est dans un style complètement différent, mais c'est vraiment le jeune Carrière. Et donc on a, vous voyez, le paysage parisien qui, voilà. Puis toute l'iconographie de la servitude, bon, bien entendu la mort, les poteaux d'exécution. D'ailleurs, on voit ici les pelotons d'exécution. Il a écrit sur la Commune ? Non. Alors il n'y a pas participé parce que, comme il était engagé volontaire, donc il était prisonnier donc à Dresde. Et à ce moment-là, je crois qu'il revient. Il revient de captivité. Donc en fait, ce qui nous donne à voir donc de la Commune, c'est soit des témoignages peut-être oraux, soit des relations dans la presse, ou voilà. Cette lithographie des droits de l'homme, c'est aussi quand même un manifeste de sa conception donc des choses, mais ce qui n'est pas très très étonnant, parce qu'il fera quand même le portrait de plusieurs communards, Blanqui, Rochefort, voilà. Ici, la Pitié. Alors la Pitié, 2 femmes, donc une au-dessus, et qui tient en fait dans ses bras une seconde, donc on voit le front, elle se tient en fait le front dans la main, et puis donc ici. Alors ça, c'était pour la couverture d'un album qui serait presque d'actualité, parce que on est en pleine guerre russo-japonaise. Donc les deux empires s'affrontent pour des possessions, d'ailleurs je crois que c'est même toujours pas réglé. Et il y a un journal, Le Gaulois, qui lance une souscription pour venir en aide aux victimes russes, blanches. Voilà. Et Anatole France et Carrière, justement, au nom des principes d'universalité et d'égalité donc entre les hommes, dit une victime est une victime, quelle que soit sa provenance, quelle que soit... et donc, ils prennent la tête d'un comité d'artistes, une quarantaine donc de peintres, dont Claude Monet, je crois près de 10 écrivains, il y a Jules Renard, Sully Prudhomme, des gens comme ça, et donc ils font un album qui célèbre à la fois le génie japonais. Il faut dire aussi que Carrière est un collectionneur, a
possède quelques estampes japonaises, à l'instar d'Edmond de Goncourt, de Clemenceau, de Claude Monet. Donc il connaît quand même l'art japonais et c'est quand même une source d'inspiration importante. Et en même temps, donc il célèbre le génie russe avec la grande figure qui est Tolstoï, qui marque donc l'époque. Ce comité d'artistes se réunit. Les artistes vendront donc leurs œuvres donc au bénéfice donc des victimes. On ne sait pas par contre donc à quoi a servi très précisément donc la somme récoltée, mais voilà, c'est intéressant. C'était une prise de position donc de ces gens. Voilà. Grand meeting qui se tient à la salle du Trocadéro, dans le vieux Trocadéro. Carrière y prend la parole. Une parole un peu difficile parce qu'il n'est pas habitué. Et il fait un très 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 beau discours, un peu dans les veines qu'on a là. Et dans l'assistance, on a Clemenceau, on a Jaurès, on a les grandes figures. L'Aurore, l'affiche de lancement pour le journal de Clemenceau. On est en octobre 1897. C'est une allégorie en fait de La vérité en marche, reprenant une phrase donc d'Émile Zola. Et voilà, cette affiche va être baladée dans tout Paris, montée sur des voitures à chevaux pour faire le lancement du journal. Et quelques semaines plus tard, Zola écrit dans l'Aurore donc son fameux J'accuse. Voilà. Alors l'affaire Dreyfus, elle est très importante dans le parcours de Carrière parce que on a vu avec les droits de l'homme, il y avait Carrière avait cet intérêt pour à la fois l'individu isolé qui va qui est confronté justement aux machinations donc d'État, et l'affaire Dreyfus va vraiment lui permettre d'être dans un certain camp, et puis il va s'engager sans arrière-pensée, il assiste à la dégradation de Dreyfus tout à fait involontairement, il passe par là. Et alors là, les cris de haine, les cris antisémites de la foule le révulsent. Et comme c'est un familier des rédactions donc de Clemenceau, il va, il va très vite avoir connaissance, probablement par Bernard Lazare, qu'une machination, donc une manipulation de pièces. Et alors il écrit des choses aussi tout à fait admirables à ce moment-là. Il est un des premiers signataires des pétitions dites des intellectuels, et donc il connaît, il côtoie Zola, Picard, dont il fait un portrait. Et nous sommes très heureux, c'est que nous venons d'acheter un portrait de Picard par Carrière. Un grand collectionneur américain de tableaux de Carrière, qui est un monsieur, d'abord, le premier tableau qu'il a acheté était un faux. D'accord. Et après, donc, alors, je pense qu'au départ c'était une démarche spéculative en se disant bon, c'est un petit maître, la cote va monter, hein. Sauf qu'il est tombé amoureux de l'œuvre de Carrière, et puis il en a accumulé beaucoup. Il nous en a prêté d'ailleurs, il nous a offert une tête de Sophie Carrière. Voilà. Les tableaux donc du coup sont les plus anciens. Là, vous avez une nature morte. Alors, on a vu quelques paysages qui sont très 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 rares chez Carrière. Sur à peu près 2000 tableaux, on va en compter une cinquantaine de paysages. 2000 tableaux quand même. Oui. Et les natures mortes sont encore plus rares, tout à fait. On a aussi une volonté donc du peintre que le spectateur soit aussi acteur du tableau. C'est-à-dire de ne pas lui donner quelque chose de tout cuit donc dans le bec à regarder, mais qu'il puisse aussi interpréter donc les choses. Et donc ça, c'est dans cette femme à la couture,
Alors on est toujours dans de la réalité, hein. Il y a bien la fenêtre qui est matérialisée par la croisée, la lumière qui rentre, cette femme, la tête, son ouvrage qui est posé sur elle, et en même temps, on n'est pas très très loin de l'abstraction. Jusqu'à un moment, il comprend qu'il se coupe du grand public, qu'il se coupe de ses premiers amateurs, ceux qui ont bien aimé ces jolis portraits d'enfants qui passaient bien. Et voilà, donc il y a... Mais, comme il le dit, il veut... Alors, il est malade aussi, donc il sait que son temps est compté. Hein, donc il veut se consacrer, et c'est pour ça qu'il part à Mons, à ce qu'il appelait sa recherche indépendante. Voilà. Et c'est cette recherche indépendante, ces tableaux qui vont de plus en plus dans la monochromie et qui frôlent donc l'abstraction. Et alors par contre, cette monochromie, c'est quelque chose qui va auquel donc un jeune artiste qui arrive à Paris, qui est Picasso, va être sensible, puisqu'il écrit à un moment, avant de partir à Paris, dans un journal à Barcelone, qu'il vient à Paris voir 3 artistes qui comptent pour lui, Puvis de Chavannes, Rodin et Eugène Carrière. L'atelier de Carrière était absolument ouvert à tous ceux qui voulaient venir, notamment aux jeunes artistes, et surtout bienveillant à la jeunesse. Alors, la petite salle Rodin. Alors ici, vous avez donc cette amitié Rodin-Carrière qui démarre dans les années 1880 et qui va vraiment faire que les deux hommes vont se découvrir sur le plan artistique, mais également c'est une très 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 grande amitié. Alors là, vous avez l'affiche que Carrière fait à la demande de Rodin pour l'exposition Rodin Place de l'Allemand en 1900. Alors Rodin était très très content donc de cette affiche. Alors, ils ont partagé aussi tous les deux donc ce plaisir donc du corps de la femme, et donc vous avez ici voilà un double nu par Carrière. Alors les deux artistes ont été les têtes de pont de l'art indépendant. Et vous avez ici 2 caricatures donc de l'assiette au beurre, qui sont des caricatures pas bien méchantes, parce que par ailleurs il était question d'un projet, c'est Grandjouan qui écrit à Carrière qu'il veut faire une double page pour un numéro sur le tsarisme. Et donc il voulait une illustration par Carrière et un texte d'Anatole France. Et en fait, Carrière était malade, je pense, n'a pas donné suite donc à la proposition donc, de Jules Grandjouan. Donc Carrière est brocardé, mais enfin, il restait quand même dans les gens dont on savait qu'on pouvait compter sur eux. Et puis, on doit beaucoup à Rodin, puisque c'est quand même le premier président de la Société des Amis d'Eugène Carrière. Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans, pour elle je ne serai plus personne. Merde à Vauban. Bagnard je suis, chaîne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban. Bagnard ici, les demoiselles, dans l'île de Ré, s'approchent pour voir rogner nos ailes. Dans l'île de Ré, ah que jamais vienne celle que j'aimais tant, pour elle j'ai manqué la belle.
merde à Vauban. Bagnard la belle, elle est là-haut dans le ciel gris, elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi je suis au mitard avec elle, tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle, merde à Vauban. Bagnard, le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poux le temps te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche? Avec le vent, on dirait parfois que je les touche, merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai d'en dessous mes planches, merde à Vauban. Merde à Vauban, interprété par Marc Augeret. Oui, en mémoire de tous nos camarades anarchistes de la commune particulièrement, internés là-bas, et puis aussi de Dreyfus que Eugène Carrière a défendu avec acharnement, un des premiers à le défendre d'ailleurs. Voilà. On avait trouvé des chansons concernant Dreyfus, mais bon, c'était quand même un militaire d'abord. Bon, voilà, on va pas en rajouter. Hein. Ouais. Bon, voilà, là on a fait en fait le tour de ce petit musée, de cette exposition. Donc en fait maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. Vous avez eu l'audio. Maintenant, il faut quand même les voir, ces œuvres, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant aussi, c'est de les voir justement. Si en plus avec le discours de cette conservatrice dans la tête, je pense que c'est une visite qui risque d'être vraiment intéressante. C'est un petit musée qui est ouvert le dimanche après-midi de 15h à 18h. Donc c'est à Gournay-sur-Marne. On peut s'y rendre avec le RER A ou le RER E. Savoir que depuis le RER A, c'est la station Noisy-Champs, qu'il faut compter une bonne trentaine de minutes de marche à pied. Voilà. Si on se trompe pas. Hein. Si on se trompe pas. Là, on traverse les villes nouvelles jusqu'à arriver au bord de Marne de Gournay, où là c'est tout joli, c'est des belles maisons. Enfin, on a quitté la ville nouvelle, quoi. Oui, tout à fait. Et en sortant du musée, vous sortez du musée à gauche, vous allez jusqu'à la Marne. À droite. Attends. À droite. Ah ouais? À droite. Ah oui, à droite. Bon, moi je me gourre toujours, la droite, la gauche. Et vous arrivez à la Marne, et à la Marne, là vous allez à droite encore. Et vous arrivez à Cappuccino. C'est une pizzeria italienne, mais vraiment italienne. Hein. Assez bruyante d'ailleurs, mais où on mange pour un prix correct. On peut vraiment bien manger. Voilà. Ouais, la salle est un peu grande, un peu bruyante, mais les portions sont généreuses. Le service est assez rapide, tout le monde court là-dedans. Il y a un serveur assez marrant, une petite boule, là, mais alors l'énergie, ça pulsait. Voilà. Alors voilà ce qu'on pourrait rajouter. Donc Eugène Carrière, toi t'aimes pas trop les dates, mais je vais les dire quand même. Oui, c'est 1849-1906. Il est mort donc assez jeune, à 57 ans. Il était malade. Il est mort dans son atelier de la Villa des Arts à Montmartre, et qu'on peut voir ses œuvres en dehors de ce petit musée. Il y a certaines œuvres qui sont à Orsay. Et pour des auditeurs globetrotters, il y a des œuvres à la Tate Gallery à Londres ou à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, au Musée d'Art moderne de New York. Quoi. Voilà. Et donc il y a aussi, si vous voulez aussi avoir une activité un peu plus festive, donc le vendredi 6 novembre à 19h, en fait il y a une dernière visite apéritif de ce petit musée. Donc là c'est pour découvrir l'envers du décor de l'exposition. Donc c'est de sa conception à sa réalisation. Donc là les animateurs vous raconteront la petite histoire des tableaux, l'œil du scénographe, le travail du restaurateur, la préparation du projet jusqu'au vernissage final et la première rencontre avec les visiteurs. Donc c'est une petite visite qui sera suivie d'un apéritif qui est servi dans l'atelier du musée. Donc cette animation, c'est le vendredi 6 novembre à 19h. L'adresse du musée Eugène Carrière, c'est 3 rue Ernest Pécheux, donc à Gournay-sur-Marne.
Et l'entrée, donc là, il y a un numéro de téléphone pour les réservations, c'est le 06 17 20 46 45. Et le 6 novembre, c'est une entrée à 10 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le musée, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, le plus simple, c'est quand même d'aller voir les œuvres. Oui, autrement, le dimanche, vous pouvez y aller librement, mais autrement... Non, oui, ça doit être 6 € l'entrée. 6 €, les autres jours, il faudra demander un rendez-vous, comme nous, on l'a fait, et voilà. Ouais. Sinon, il y a aussi des ateliers, il y a pas mal d'activités avec les enfants, donc il y a tout un tas des visites ateliers en fonction des tranches d'âge concernées. Et là, il y a la présence d'un médiateur culturel qui aide à la visite, il y a des accueils de groupes scolaires ou des centres de loisirs. Et il y a aussi donc un bon de souscription si on a des largesses, si on a un peu de sous, il y a un bon de souscription donc qui aide effectivement au développement de cette association et à l'achat d'œuvres. Et comme c'est une association qui est reconnue d'utilité publique, il y a une défiscalisation sur les dons. Voilà. Non, ça c'est bon. Nous, dans cette émission, quand on parle des œuvres, on vous sollicite aussi. Mais bon, voilà, et vous pouvez aussi, si vous avez vraiment de la thune, aider ce petit musée. Voilà. Et sinon, donc, dans les expositions, je voulais noter le musée Fournaise, dans lequel on s'était rendu il y a quelques mois déjà pour voir l'exposition Gustave Vincent, parce que cette exposition se termine le dimanche 1er novembre. Et c'est un peu dans cette même série des musées de banlieue qui sont à taille humaine. Et là, c'est sur l'île de Chatou, c'est pareil, c'est un lieu, là c'est le lieu des impressionnistes, mais c'est en bord de Seine, c'est assez sympathique. Et il y a toujours le bistrot qui a été peint par Renoir d'ailleurs, et on mange très bien aussi pour une somme relativement correcte. Voilà. Faut jamais oublier la restauration, parce que quand on se déplace comme ça quand même. Et alors on a en projet avec mes camarades d'y retourner à Golem mais à Pince, vous voyez, pour aller à la pizzeria, puis on reviendra à Pince pour digérer ce qu'on a mangé à la pizzeria. Voilà, on se met en appétit, puis après on digère. Les bords de Marne, c'est quand même sympa, parce que c'est plus la Marne avec les péniches, là. La Marne avec les péniches, c'est entre la Malle-Tournée, après Gournay et Joinville-le-Pont, c'est assez court, en fin de compte. La Marne navigable, autrement, elle n'est pas navigable, elle est libre, quoi. Elle est libre, la Marne. Elle est libre, la Marne. Voilà, donc encore merci à Sylvie Le Graciet pour toute sa disponibilité, sa gentillesse et son accueil. Tout à fait. On en gardera un très 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 bon souvenir, comme on avait un très très bon souvenir aussi de la conservatrice du musée Fournaise, mais elle qui n'était pas une amatrice, mais qui était une professionnelle qui sortait de l'école du Louvre, pas. Puisque là, cette dame est très remarquable justement par la culture qu'elle a acquise en fréquentant, en créant, en animant ce musée, quoi. Voilà. À la prochaine, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Révolution à Racaille, c'est fini. Salut les copines, salut les copains. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine et on termine avec Paco Ibanez, sa poesia est une arma cargata de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales,
que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.